Bonjour à tous mes chers étudiants, donc je vous retrouve pour une petite mise au point sur un texte dont je vous ai parlé dans l'année et qui est le texte Un éternel Treblinka de Patterson. Donc travailler sur ce texte, c'est travailler sur un texte qui est très dense, je ne vais pas en rendre compte en intégralité, ce serait vraiment impossible, mais par contre vous restituer des points importants de son argumentaire, peut-être le contenu de quelques chapitres qui m'ont semblé déterminants, qui ont été marquants, une introduction d'abord à ce texte important. Alors c'est un texte bien sûr qui fait le lien, vous le savez, entre le camp de Treblinka, qui a été un camp donc, durant la période nazie de déportation des Juifs notamment, et la manière dont on traite dans l'industrie agroalimentaire les animaux. Donc il y a un lien qui est établi ici entre donc la manière de traiter l'humain et une manière de traiter l'animal, ce qui fait donc écho à l'un des sujets dont je vous ai parlé, traiter les hommes comme des animaux et traiter les animaux comme des hommes. Dans un premier temps, Charles Patterson va partir d'une référence qui est importante, qui est une référence à Theodor Adorno, qui est un philosophe d'origine juive allemande, et qui a été contraint à l'exil aux États-Unis, d'où il va écrire l'intégralité de son œuvre. Et Adorno a cette déclaration, et ça va être le point de départ de la réflexion de Patterson. Je vous donne une citation donc de Theodor Adorno, A-D-O-R-N-O. Auschwitz commence quand quelqu'un regarde un abattoir et pense « ce ne sont que des animaux ». Auschwitz commence quand quelqu'un regarde un abattoir et pense « ce ne sont que des animaux ». Cette citation mise en exergue dans le texte de Patterson en dit long. En effet, à partir du moment où, lorsque vous regardez un être humain et où vous dites ce ne sont que des handicapés, ce ne sont que des homosexuels ou des juifs, eh bien vous ne leur accordez plus aucune considération. Et donc c'est à peu près finalement le ressenti que nous pourrions avoir désabusé lorsque nous passons devant un abattoir et qui pourrait d'ailleurs nous donner relativement bonne conscience. Après tout, ce que nous abattons, ce ne sont que des animaux, c'est-à-dire que cela ne mérite aucun égard. Si bien qu'on comprend que Adorno, qui va donc influencer ici Charles Patterson, c'est un auteur et dont je vous avais un tout petit peu parlé l'année dernière à propos de sa critique de la rationalité qui aboutit au pire, puisqu'on peut utiliser sa raison pour devenir plus raisonnable, mais aussi pour être un homme qui torture de manière rationnelle. Et bien dans sa critique de la raison, il y a également une critique de cette humanité qui utilise la raison pour se débarrasser de toute forme d'empathie, de sentiment d'humanité. Alors, Patterson commence par un petit rappel de la manière dont le rapport au bétail a changé, et notamment aux États-Unis, puisque donc il s'ancre dans l'analyse de la naissance, notamment à Chicago, des premiers grands abattoirs. J'ai eu envie de travailler sur ce chapitre en particulier parce que c'est forcément un chapitre qui ancre le propos dans quelque chose de sociologiquement très déterminé, à savoir une modification alimentaire déjà, et une modification forcément du regard que nous allons porter sur les animaux. Je vous ai déjà bien sûr parlé de la manière dont on traitait le bétail, de ce terme pécus qui renvoyait le bétail à l'argent, pécus, becus, qui a donné pécuniaire. Je vous avais évoqué bien évidemment dans un cours très antérieur toute l'évolution depuis une manière d'élever l'animal qui relève de l'élevage extensif et qui est relativement respectueux de ce bétail à l'intensif qui bien sûr va transformer la donne et lui essaie de restituer le développement de cet agroalimentaire intensif et c'est je crois tout l'intérêt de ce texte. Il commence par rappeler que Christophe Colomb, lorsqu'il découvre les Amériques comme on les appelle et notamment Haïti, est le premier à apporter sur ce sol du bétail, bétail que les Indiens ne connaissent pas. Il apporte notamment des veaux, des chevaux, et cet apport de bétail va se poursuivre tout au long de la colonisation à l'époque de Cortés, par exemple, au XVIe siècle au Mexique. Et on a pu appeler ça la bétaïsation des Amériques. C'est un concept que l'on doit à Jeremy Rifkin, ça s'écrit R-I-F-K-I-N,
Jeremy Rifkin, qui est un historien, évoque donc ce grand moment où l'apport de bétail se fait d'Europe jusque dans les Amériques, et la bétaillisation des Amériques. Les Espagnols vont donc introduire énormément de bétail qui n'était pas connu des peuples d'Amérique, notamment les chevaux, les bovins, les ovins et les cochons. Les Européens, et notamment les Anglais et les Hollandais, sont beaucoup plus carnivores que les peuples d'Amérique. C'est le cas également des Espagnols. Donc ce sont des peuples qui apportent non seulement du bétail, mais également des pratiques alimentaires nouvelles, puisqu'ils sont extrêmement carnivores. Nos tueries sont la merveille de l'Europe, s'exclame un homme qui s'appelle Thomas Muffet, ça s'écrit M-U-2-F-E-2-T, qui vit à l'époque d'Élisabeth Ier, donc XVIe siècle. Et ces tueries qui sont la merveille de l'Europe, ce sont les abattoirs de bétail. On les appelle les tueries en ce temps-là. Elles sont la merveille de l'Europe. Sous-entendu, donc, c'est vraiment une invention européenne qui va être ensuite transportée dans d'autres pays du globe. En Amérique, donc, les colons vont être ceux qui vont créer les abattoirs et notamment qui vont se débarrasser du surplus de viande lorsque débute l'hiver. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez énormément de bêtes à nourrir pendant l'hiver, ça n'est pas rentable. Donc on va abattre globalement le cheptel, le bétail, au début de l'hiver pour ne pas avoir à le nourrir et pour le conserver plus facilement, puisque en hiver la viande peut être gelée. Elle va donc être plus facile à conserver. Et donc dans la colonie de Nouvelle-Amsterdam, qui donc s'appellera bientôt New York, eh bien, se développe toute une pratique de l'abattage, ce qui permet d'ailleurs de consacrer des quartiers entiers à cet abattage. Et on considère que New York est devenue au XVIIe siècle la capitale de l'abattage en Amérique du Nord. On déplace les abattoirs de l'autre côté de la palissade de Wall Street. Et depuis toujours, on essaie d'expulser de plus en plus ces lieux d'abattage vers le nord. Ça a été d'abord la 42e rue à New York, puis ensuite on l'a repoussé vers la 80e, pour ne plus voir le spectacle de la mort, qui bien sûr est un spectacle, mais aussi une pestilence. Donc, vous avez cette pratique qui, au XVIIe siècle, est très connue à New York, ville majeure d'abattage. D'abord, donc, je vous le disais, très très près du centre, puisque c'était au plus près de Wall Street. Et puis ensuite, on repousse les limites de ce supportable, puisqu'il est insupportable de vivre au milieu de cette pestilence et avec ce spectacle sous les yeux. Commence à partir des années 1660 l'emballage commercial, notamment vers les Antilles, donc on exporte de la viande. C'était très compliqué d'exporter cette viande jusqu'à présent puisque les raisons de conservation, vous le savez, l'en empêchaient. Le cochon est peut-être la viande qui se conserve le mieux, d'abord parce qu'on est capable de la conserver en la salant, et puis on va l'enfermer dans des barriques qu'on appelle les têtes de cochon, et qui vont devenir, vous le savez, une injure, ces barriques qui comprennent donc les cochons que l'on exporte. La première usine de porc, et elle est vraiment une usine, est créée en 1818 à Cincinnati. En 1844, on considère que cette ville de Cincinnati compte 26 abattoirs. En 1947, 3 ans plus tard, elle en comporte 40. Donc vous voyez le développement quasi exponentiel de cette pratique de l'abattage dans cette ville de Cincinnati. On y assomme les bêtes avec un marteau à 2 pointes, on les pend la tête en bas avant de les égorger et de laisser s'écouler leur sang. La violence du geste a d'ailleurs beaucoup choqué les nouveaux migrants hollandais qui notent que les fermiers américains n'ont absolument aucun respect pour leurs animaux. Notamment, donc Patterson va citer un passage qu'il trouve dans la presse de l'époque. L'éventreur découpe les entrailles, intestins, puis on envoie la carcasse en salle de refroidissement 24 heures pour que la viande soit assez ferme pour être coupée. Sur une bête de 200 kg, on récupère 100 kg de viande, 40 $. Le sang, les entrailles sont jetées dans l'Ohio. Comme la viande se conserve peu en ce temps, que les transports sont lents, fleuves, routes, les entreprises sont de moins de 100 personnes et temporaires, donc limitées.
Donc en insistant bien sûr sur le caractère très factuel, hein, vous le voyez dans ce cours, je ne suis pas du tout dans une approche philosophique, mais dans une approche factuelle, je respecte vraiment la position de Patterson. Patterson n'est pas là pour faire penser à partir de rien, il est là pour faire penser à partir des faits. Et ça, c'est un point auquel il tient beaucoup. Les faits parlent d'eux-mêmes. Il va notamment développer toute une réflexion sur la façon dont Chicago va devenir la nouvelle place forte de ce marché de la viande, à travers le développement dans les années 1850 et 1860 des voies ferrées à travers les États-Unis, et notamment entre New York et Chicago, si bien que le transfert de la production va se faire de New York à Chicago. On va créer ce qu'on appelle Union Stock Yards, un regroupement d'entreprises qui vont être un haut lieu de la production, de l'abattage et de la commercialisation. Donc on a une espèce de consortium très concentré, puisque sur un même espace, tout a lieu. Un regroupement d'entreprises qui sont des entreprises d'élevage, puis des entreprises de parquage des bêtes, des abattoirs, des entrepôts de viande une fois qu'elle a été débitée, des entreprises d'emballage. Tout cela est concentré sur un même espace, ce qui transforme véritablement, vous le voyez, ce travail en une industrie. Et donc, on a pu dire à l'époque, dans les années 1860, que Chicago était devenue la capitale des tueries d'Amérique. Je vous rappelle que tuerie désigne à l'époque l'abattoir. C'est un énorme complexe. Il y a 160 km de voies ferrées à l'intérieur de ce complexe qui consiste dans un parc énorme qui fait vivre à peu près entre 35 000 et 250 000 personnes selon les périodes, avec des hôtels, des saloons, des bureaux, des parcs bestiaux. Il y en a 2300 au plus haut point, 2300 parcs à bestiaux reliés entre eux par 160 km de voies ferrées. En tout, c'est 260 hectares au sud-ouest de Chicago qui sont complètement dévolus, voués à cette pratique. Donc, lorsque on essaie d'évaluer la manière dont les hommes vivent donc ce rapport, eh bien, on voit qu'il y a une dimension économique, puisque je vous disais que jusqu'à 250 000 personnes vont vivre sur ce lieu. Une vie sociale, des hôtels, des saloons, une organisation qui fait que c'est une sorte de ville dans la ville. Entre 1865, qui est le développement vraiment de ce Union Stock Yards, donc Union, hein, Stock et Yards, Y-A-R-D-S, eh bien, on a à peu près abattu 400 millions de têtes. C'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'on fait maintenant, puisque ce chiffre est de nos jours le nombre de têtes abattues en 2 semaines seulement, hein, 400 millions. Mais ça donne une idée de la manière dont les choses sont vues en grand aux États-Unis. Cette demande de viande d'ailleurs va augmenter du fait de l'offre aussi, mais de nouvelles vagues de migrants qui sont très très attachés à la consommation de viande. En effet, à la fin de ce 19e siècle, les Occidentaux qui arrivent aux États-Unis sont souvent des gens pauvres qui tentent l'aventure américaine. Le fantasme donc du pionnier n'est pas mort, ou du self-made man dans quelques années. Et donc, lorsqu'on a réussi, lorsqu'on est un homme accompli, eh bien l'un des traits, l'un des signes ostentatoires de sa richesse, de sa réussite, c'est de se nourrir de viande. C'est une des manifestations de la bourgeoisie, du luxe, de l'aristocratie. Au point que ça devient donc, je vous le disais, un signe extérieur de richesse, un symbole de postérité. Avoir de la viande dans son assiette, c'est un symbole de postérité qui va, cet imaginaire, occuper jusqu'à la classe moyenne américaine, puisqu'il nous dit que ces manifestations de l'aristocratie vont forcément prendre dans les classes moyennes. La classe moyenne américaine s'empresse d'adopter ce genre de pratique. Il faut manger de la viande. Et un ouvrier, explique Patterson, va préférer se priver de biens nécessaires pour pouvoir manger un steak à tous ses repas. Ça veut dire qu'un ouvrier en ce temps-là, il est capable de manger un steak au petit déjeuner, un steak à midi, un steak le soir, et c'est pour lui le comble de la réussite, et il va se priver d'autres biens pour s'alimenter en viande.
Des centaines de wagons arrivent donc tous les jours chargés de bestiaux qui viennent des grandes plaines, qui sont des lieux donc, vous le savez, d'élevage intensif, pour satisfaire donc une population qui, vous le constatez, est de plus en plus carnivore. Une chaîne est mise en place avec des réseaux, bien évidemment, reliés, je vous le disais, par ces voies ferrées jusqu'aux grandes plaines en particulier. Une chaîne est mise en place. On voit l'influence dans quelques années du taylorisme, par exemple, de ce travail à la chaîne. Il y a donc ceux qui tuent, ceux qui démembrent, ceux qui nettoient à une vitesse folle, pour plus de rapidité, pour plus d'efficacité. Donc on considère que c'est la première industrie de masse du pays. Chaque ouvrier exécute une tâche hautement spécialisée. L'un par exemple égorge, l'autre va étêter l'animal, un autre est possier, c'est-à-dire qu'il est celui qui est chargé de retirer la peau à l'abattoir, un autre éventre, un autre vide le sang, coupe les pieds, un autre rince le tout. Chaque métier est spécialisé dans un domaine, comme c'est le cas donc sur une chaîne de montage. L'horreur des abattoirs commence cependant à être connue et est révélée au tout début du XIXe siècle, où certains historiens, et je pense notamment à un historien qu'il cite assez longuement et qui s'appelle James Barrett, B-A-2-R-E-T, sont dans cette à la fois narration de la modernité. Ils veulent rendre compte en tant qu'historiens de la modernité, mais ne peuvent pas s'empêcher d'opérer des jugements de valeur. Ils sont heurtés par le spectacle horrible des abattoirs et parlent d'une échelle monumentale de mort. Il décrit notamment les heurts des engrenages de machines qui, sur fond de mugissements et de hurlements, parfois tournent mal. L'engrenage de machine, ça fonctionne tant que la bête n'est pas récalcitrante, mais dès que la bête ralentit, mugit, se débat, eh bien c'est toute la chaîne qui est ralentie et qui devient un haut lieu de l'horreur. À partir du XXe siècle, l'industrie de la viande devient un lobby puissant et capable de bloquer le vote d'une loi au Congrès. Et c'est notamment le cas en 1905, puisque des normes d'inspection de la viande devaient être votées, du fait notamment des travaux de James Barrett sur ces hauts lieux de l'horreur. On avait tenté de faire passer une loi au Congrès. Eh bien, cette loi ne passera pas. Il évoque notamment donc, les travaux d'un journaliste socialiste progressiste qui s'appelle Upton Sinclair, S-I-N-C-L-A-I-R, Upton, U-P-T-O-N, Sinclair, qui est un journaliste socialiste progressif qui a fait une immersion un peu comme le ferait L214 de nos jours dans le Union Stock Yards et qui a écrit à partir de cette immersion incognito, bien évidemment, vous en doutez, un livre, un roman qui s'appelle Jungle et qui a été un vrai scandale en ce temps-là. Donc lorsqu'il fait paraître Jungle, on est en 1906 et c'est un roman qui va parler des ouvriers dans les abattoirs de Chicago. Il paraît dans un premier temps dans la presse en épisode à partir de janvier 1906 dans une revue qui s'appelle The Appeal, E-P-P-E-A-L, excusez-moi pour l'accent pourri j'imagine, et il décide d'en faire un livre, ce qui est beaucoup plus compliqué puisque les éditeurs reçoivent des menaces de la part des industriels de la viande. Le narrateur est un immigré lituanien qui s'appelle Rutkus, R-U-D-K-U-S, et cet immigré lituanien qui donc narre son activité d'ouvrier dans ces lieux est face à plus d'animaux qu'il n'en a jamais vus. Il est sidéré par le nombre délirant d'animaux qui passent sur sa rampe, qui sont attachés par la patte, qui couinent de terreur et qui parfois même hurlent. Il dit que ce sont des machines à tuer, des machines à faire du porc. Et des milliers de bêtes disparaissent. Il y voit, Rutkus, donc ce narrateur, un crime horrible enfoui hors de vue et des mémoires. Je cite un passage qui est évoqué dans le bouquin de Patterson, je vous le lis. « La personne la plus terre-à-terre ne pouvait éviter de penser aux cochons, si innocents qui venaient en toute confiance. Et ils étaient si humains dans leurs protestations et tellement dans leurs droits. » Cette phrase, je vous la donnerai bien sûr. Je vous la relis. La personne la plus terre-à-terre ne pouvait éviter de penser aux cochons si innocents qui venaient en toute confiance, et ils étaient si humains dans leurs protestations et tellement dans leurs droits. Vous constatez ici que dans cet ouvrage, Upton Sinclair suggère déjà
à la fois bien sûr la thématique de l'innocence de l'animal qui n'est pas neuve puisque déjà le christianisme la posait, ce sont les hommes qui pêchent, mais suggère surtout qu'ils sont humains dans leur protestation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans leur protestation qui est légitime, comme le serait les cris d'un homme qui souffre par exemple, au point d'envisager donc la question des droits. Alors ça c'est hyper novateur en ce temps-là puisque c'est vraiment très tardif d'accorder des droits aux animaux, il faut attendre les années 78 pour nous par exemple en France pour imaginer de donner des droits aux animaux, et les années 70 ont été en effet novatrices à ce niveau. Il dit qu'on assomme entre 15 et 20 bœufs en 2 minutes de temps. C'est un rythme effréné, frénétique. Un des passages les plus odieux est celui, dit-il, de la confection des saucisses faites de viandes avariées, qui sont des viandes qui sont tombées par terre et qui vont être mêlées à de la poussière, à de la sciure, parce que pour éponger le sang, on jette de la sciure de bois. Et puis, il dit aussi que il y avait énormément de rats dans les abattoirs parce que l'odeur et la viande avariée attiraient les rats, si bien qu'on jetait par terre des poisons pour tuer les rats. Et on faisait quand même des saucisses avec tout ça. Donc la poussière mêlée à la sciure, mêlée au sang des bêtes, mêlée à un peu de viande et à du poisson pour dératiser. Et donc on raconte que lorsque Theodore Roosevelt a lu ce passage de Jungle, il a jeté les saucisses de son petit déjeuner par la fenêtre de la Maison Blanche et n'y a plus jamais touché. Donc vous mesurez bien sûr par-delà l'horreur de la condition animale, les questions hygiéniques aussi se posent. La gamme de produits s'est très largement élargie et Rutkus en est en effet l'évocateur. Il nous dit qu'il y a énormément de produits dérivés qui sont utilisés et qui apparaissent car on se met à user des abats et des intestins, du sang, des os, des cornes, de la viande avariée, je vous le disais, des déchets, de la graisse pour créer des engrais par exemple. Avec les os et avec de la graisse on peut créer des engrais. Avec la tête et les pieds on crée des cols, des huiles, du suif et des savons avec la graisse des animaux, du saindoux. Cette hyperexploitation est évoquée en ces termes. Je reprends Rutkus dans ce roman Jungle. Pas la moindre particule de matière organique n'était perdue. Donc là, vous voyez vraiment la thématique de l'hyperexploitation qui est l'un des chevaux de bataille de Patterson, de lutter contre cette hyperexploitation. Et il dit que lorsqu'il sort de ce lieu de travail, il est juste heureux de ne pas être né cochon, de ne pas être un cochon. Et il se rend compte que sa carrière dans les yards l'a lui-même d'ailleurs peut-être transformé en cochon, en accomplissant des actes cruels, des actes sauvages, en cochon parce que son patron l'exploite lui aussi sans scrupule. Un cochon, dit-il, c'est justement ce qu'il a été, un des cochons des patrons. Donc vous avez une mise en scène bien évidemment de lui-même, une mise en abîme de sa propre personne. Il tue des cochons, mais il est aussi le cochon de ses patrons puisqu'il est surexploité par le capitalisme. Vous avez des échos de lecture du Capital de Marx dans ce texte, c'est assez évident. Un patron, ça cherche tout dans le cochon, le profit qu'il va en tirer, et ça fait la même chose à propos des êtres humains. Lorsque ça embauche, cela exploite jusqu'à la corde l'ouvrier. La viande deviendra donc dans ce texte, et donc Patterson commente assez longuement cette idée, la viande devient une sorte de métaphore du capitalisme, c'est-à-dire c'est une viande malade, pourrie, comme le système capitaliste qui développe cette industrie. Quelques expressions qui sont utilisées dans ce bouquin. Pour lui, le capitalisme est, je cite, l'incarnation de l'appât du gain aussi aveugle qu'insensé. Incarnation de l'appât du gain aussi aveugle qu'insensé. Bien sûr que dans incarnation, il faut entendre carne, la viande, d'accord ? La chair, la viande. Il appelle le capitalisme, je cite, le grand boucher, avec un G majuscule et un B majuscule. Un monstre dévoreur aux 1000 bouches. Bon, bien, on comprend pourquoi cet homme est devenu socialiste. Upton Sinclair est un des grands promoteurs du socialisme à l'époque. Il incite à faire la révolution dans les yards, à se rebeller contre cette industrie. Et lorsque ce roman paraît, l'industrie de la viande publie un démenti véhément, mais en vain, puisque finalement le Congrès va voter 2 lois sur l'inspection de la viande. Ces 2 lois, je vous en donne les noms. Pure Food and Drug Act, donc
Pure Food and Drug Act, and Beef Inspection Act, donc sur les drogues et la nourriture, sur les bœufs. L'impact n'a pas été du tout de convertir la population au socialisme, hein. Ça a d'ailleurs déçu Sinclair qui disait qu'il voulait viser le cœur des gens et qu'il avait juste touché leur estomac. Il voulait autre chose, et c'est ce qu'il dit dans son autobiographie qui est citée donc par Patterson. C'est quelqu'un qui a raté son combat, il voulait viser le cœur des gens et il a malencontreusement touché leur estomac, dit-il. Einstein a été un des grands lecteurs de Jungle et avait proposé ce livre pour un prix Nobel, donc il était très très impliqué lui-même dans ses droits des ouvriers, mais aussi des animaux. Donc voilà pour une petite présentation d'un chapitre qui m'a semblé très important, puisqu'il ancre vraiment le propos de Patterson dans une réalité économique dont on ne sait pas toujours où elle s'est développée et comment. Je voulais également faire le lien avec la toute fin de son bouquin, puisque Patterson va bien sûr travailler le lien avec la Shoah et montrer, et c'est un point sur lequel j'aimerais beaucoup que vous insistiez si vous avez à parler de cet auteur, donc Charles Patterson dans Un éternel Treblinka, c'est que ça n'est pas simplement montrer un lien extérieur entre deux réalités sordides. C'est aussi constater que la plupart des grands défenseurs de l'animal sont des gens qui, aux États-Unis, ont vécu eux-mêmes les camps de concentration, ou sont des enfants ou petits-enfants de déportés. C'est un point important, pourquoi ? Parce que ça permet de comprendre que ça n'est pas simplement deux situations qui sont mises en parallèle, avec peut-être tout le scandale que ça pourrait être pour des gens qui vont continuer, les juifs par exemple, à manger de la viande selon l'abattage traditionnel, et qui ne comprendraient pas qu'on compare leur vécu d'homme au vécu d'animaux. Et c'est vrai que Patterson n'a pas fait que des émules, il a souvent été critiqué dans sa démarche de comparaison systématique de la Shoah avec donc, la débâcle fondamentale, comme il l'appelle, des abattoirs. Il ne s'agit pas, il me semble, de l'essentiel. L'essentiel n'est pas simplement de comparer des situations, même si cette comparaison, vous savez qu'elle va de soi. On pense tous à ces trains qui sont des trains bestiaux dans lesquels on met les hommes. Ces hommes que l'on conduit dans des lieux où ils vont être confinés, où ils vont être traités et déshumanisés, puisqu'on leur enlève leur nom, on leur met un numéro sur le poignet. Aujourd'hui, on leur mettrait peut-être un code barre, vous voyez. Et donc, ces pratiques, bien sûr qu'elles font écho à des choses, à des images qu'on a tous en tête. Lorsque on a lu, si c'est un homme, par exemple, de Primo Levi, c'est frappant. Mais ce sur quoi il va mettre l'accent, c'est sur le fait qu'aux États-Unis, s'est développé à partir des années 80, enfin 70 et 80, toute une réflexion qui émane essentiellement d'individus qui ont vécu de très près ou dans leur famille cet épisode de la Shoah. Au fond, ce sont des rescapés. Ils ont vu comment l'humain pouvait être traité et ils sont ébranlés par ce qui se passe dans les abattoirs et dans les industries agroalimentaires parce qu'ils ont le souvenir ému de la manière dont eux-mêmes ils ont été traités. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'empathie de Monsieur Tout-le-Monde. Ils font le lien entre l'Holocauste et ce qu'on pourrait appeler l'Holocauste des animaux. Je voudrais vous citer un passage, notamment donc, de ce texte Écho de la Shoah, qui est le chapitre 3 de l'ouvrage de Patterson. Un jour, nos petits-enfants nous demanderont « Où étais-tu pendant l'Holocauste des animaux ? Qu'as-tu fait contre ces crimes terrifiants ? Nous ne pourrons pas leur offrir la même excuse une seconde fois, que nous ne savions pas. » C'est un texte d'Helmut Kaplan, K-A-P-L-A-N, qui est cité en exergue de ce chapitre. C'est un texte intéressant, parce qu'au fond, la question de l'excuse, c'est une désinformation qui a été évoquée souvent à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À la fois, on n'en savait pas grand-chose et on ne voulait rien en savoir. Lorsque les Juifs arrivent en France et qu'ils vont être donc relogés dans leur famille, eh bien, il va se passer quelque chose qui est décrit par de très nombreux
individus qui ont vécu ça, c'est qu'ils se terrent dans le silence, ils n'osent pas parler de leur expérience. D'abord, on ne les croirait pas, et donc ils sont face à un scepticisme, et puis ils sont face aussi à la honte. Et même si, bien sûr, il y a eu des témoignages, ne serait-ce que les armées russes qui ouvrent les camps de concentration, hein, c'est les premiers à entrer à Auschwitz par exemple, et qui vont témoigner de ce qu'ils ont vu. Il y a en Europe une espèce de déni qui fait que on refuse de voir la réalité en face. Et ça va durer à peu près durant la première décennie après la guerre, c'est-à-dire jusque dans les années 50. Alors, qu'on ne savait pas, en amont, bien évidemment, la solution finale a été évoquée avec moult euphémismes. L'expression même solution finale, vous mesurez que on ne sait pas ce que cela veut dire. On ne peut pas comprendre d'emblée que c'est l'extermination massive des Juifs. C'est-à-dire que Sonderaktion, en allemand, c'est un mot qui veut dire tout et n'importe quoi. Action spéciale, qu'est-ce que ça signifie? Donc il y a eu en effet une méconnaissance de cette situation. Aujourd'hui, nous sommes informés de ce qui se passe dans l'agroalimentaire. Nous n'avons plus d'excuses et nos enfants nous demanderont des comptes. Et donc c'est pour cela que l'auteur évoque ici la nécessité maintenant de prendre ses responsabilités. Nous ne pouvons plus faire comme si nous ne savions pas, comme si nous étions non éclairés sur ce sujet. Et donc, tout au long de ce chapitre, il va évoquer des auteurs qui sont des avocats de la cause animale, mais qui sont liés à la Shoah. Hein. Le chapitre 6, qui est le premier chapitre de la troisième partie, intitulé Écho de la Shoah, s'intitule « Nous étions comme ça, nous aussi ». C'est-à-dire, vous voyez, cette espèce d'identification entre les Juifs qui ont vécu ça et les animaux. Nous aussi, nous avons une communauté de destin, une communauté de vécu, une sensibilité particulière qui a été sans doute déployée. Nous n'avons pas de sensibilité émoussée comme les Juifs, comme les nazis, pardon, l'étaient qui étaient insensibles, ou comme les gens qui travaillent dans l'industrie agroalimentaire ou dans les abattoirs qui essaient de se blinder et qui essaient justement de ne pas être dans l'empathie, de ne pas être dans la sensibilité. Eh bien, au contraire, ce sont des gens qui revendiquent cette sensibilité extrême qu'ils ont. Et d'ailleurs, Patterson souligne que ce sont des gens qui se sont souvent adonnés à des carrières particulières où ils rendaient service aux autres. Ils ne pouvaient pas avoir des métiers en quelque sorte auto-centrés. Ils sont devenus, je cite, professeurs, conseillers conjugaux, familiaux, psychothérapeutes, psychiatres, psychologues, assistants sociaux, etc. Enfin, voilà, des métiers qui pour lui ne sont pas anodins puisque ce sont des métiers où il faut une capacité d'écoute, une capacité d'empathie pour aider les autres. Et donc, sont des militants, bien évidemment, qui ont une compassion particulière et qui vont combattre une aberration qui, pour eux, est d'abord une aberration mentale. Hein. Comment on peut accepter quelque chose qui heurte notre sensibilité? Ceux qui vont témoigner pour que Patterson écrive son livre sont des gens qui ont souvent perdu absolument tous les membres de leur famille dans la Shoah. Et je voudrais vous citer un passage que j'ai trouvé particulièrement éclairant et touchant. Donc c'est Anne Müller qui parle à Patterson et délivre ce qui motive son engagement. Quand vous grandissez en apprenant comment votre famille fut tuée par un gouvernement et des gens qui pensaient qu'ils ne valaient rien, ou pire, qui avaient un pouvoir absolu sur eux et l'exerçaient avec une force brutale, prenant tout, même leur vie, vous ne pouviez éviter d'éprouver des sentiments très forts à l'égard de ceux qui se trouvent dans la même situation. Les animaux sont faibles, ils ne peuvent se faire entendre, ils ne peuvent pas s'aider l'un l'autre ni eux-mêmes. Nous étions comme ça, nous aussi. Et donc c'est cette dernière expression qui donne le titre de ce chapitre, ce propos de Anne Müller. Donc vous voyez l'évocation de quelque chose comme une similarité de situation, de traitement. Nous aussi, on ne pouvait rien faire. Nous aussi, on ne pouvait pas s'exprimer, on nous faisait taire. Il y avait un pouvoir, une force brutale qui s'exerçait sur nous. Un gouvernement avait décidé que nous ne valions rien. Voilà. Qui décide que les animaux ne valent rien? Voilà la question qui peut être posée. Est-ce qu'on peut décider de chasser, par exemple, une oie? Elle évoque notamment la destruction de l'oie du Canada, Anne Müller. Comment peut-on décider qu'un sport comme la chasse va se débarrasser de toutes les oies possibles? Voilà un des engagements qui furent les siens. Les Juifs, pendant la Shoah,
ont eux-mêmes travaillé dans les camps. Ils ont vu l'horreur en la subissant et en étant aussi parfois les acteurs de ça. Je vous rappelle que pendant la Shoah, les nazis n'allaient pas sortir les hommes des fours crématoires parce qu'il y avait encore des gaz en suspension, du zyklon B en suspension, et qu'ils avaient peur eux-mêmes d'être étouffés par le zyklone B. Donc ils utilisaient des juifs à qui ils promettaient un peu plus de pain, quelques avantages, et c'était eux-mêmes qui allaient sortir les corps de leurs congénères. Donc il y a cette horreur aussi de... Il n'y a pas que les gens... Il n'y a pas que les animaux qui souffrent dans les abattoirs, il y a aussi les gens qui y travaillent. Et ça, c'est un aspect sur lequel donc, Patterson insiste beaucoup. Ce sont des cris d'animaux, mais ce sont aussi des souffrances qui ne s'expriment pas et qui sont des souffrances humaines. Donc voilà pour quelques éléments que je voulais évoquer. Vous avez également des témoignages que j'ai trouvé intéressants où on voit un investissement de certaines personnes donc, qui ont vécu cette Shoah ou qui appartiennent à des familles l'ayant vécu, qui accueillent des animaux chez eux et accueillent également des migrants. Notamment, il y a un témoignage assez touchant de gens qui disent « Nous avons fait venir chez nous des Cambodgiens, ils sont venus vivre avec nous », ou des Chinois qui étaient en exil politique. C'est-à-dire que de la même façon que je peux rendre cette compassion à l'animal, eh bien vous voyez qu'il n'y a pas d'exclusion du tout. On va aussi rendre à l'humain. Je vous parlais tout à l'heure de ces professions où on est dans l'altruisme. Cet altruisme se vérifie aussi dans le soin d'individus qui sont les mal-aimés de nos sociétés, qui sont les migrants, les émigrés. Donc il y a tout un travail aussi de réflexion sur l'aide qu'on peut apporter à des gens qui sont en souffrance. Et donc, on pourrait peut-être finir ce cours sur une citation d'Albert Schweitzer qui disait « Le temps viendra où l'opinion publique ne tolérera plus les divertissements où l'on maltraite et tue des animaux. Le temps viendra, mais quand ? Quand atteindrons-nous le moment où la chasse, le plaisir de tuer des animaux pour le sport sera considéré comme une aberration mentale ?» Cette phrase d'Albert Schweitzer, elle est intéressante parce qu'elle ouvre bien sûr le cadre à quelque chose qui peut sembler pour l'instant supportable, mais qui peut-être un jour le sera plus. Il s'agit de croire aussi en l'évolution de l'opinion publique. Je reprends cette citation, « Le temps viendra où l'opinion publique ne tolérera plus les divertissements où l'on maltraite et tue des animaux. » Alors bien sûr que c'est l'évocation de combats de coqs, de la corrida, qui sont des pratiques qui ne heurtent pas encore tous les individus. Et Albert Schweitzer était quelqu'un qui pensait qu'il fallait faire confiance dans la progression d'une opinion publique qui de plus en plus serait heurtée par des choses qui autrefois ne lui faisaient ni chaud ni froid. Voilà pour cette présentation. Alors bien sûr, je ne peux pas présenter l'intégralité de ce livre qui est très très dense et qui en dit tellement. J'ai juste voulu donc vous proposer une approche un petit peu originale peut-être par les choix que je fais. Peut-être pour conclure aussi, vous rappeler que lorsque je parlais de cette manière dont on a pu utiliser absolument toute la matière des animaux, eh bien c'est exactement ce qui s'est passé dans les camps. On a tous des images de la Shoah où des êtres humains vont être transformés en savon. Ce rapport, bien sûr, prouve que l'humanité est allée très très loin, bien évidemment, dans l'horreur, et que nous ne pouvons plus supporter ça. On ne fait pas des savons avec de la matière organique, vivante, quelle qu'elle soit. Hein, c'est absolument insupportable. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous proposerai très bientôt un nouveau petit cours. Merci, au revoir.